Hassan Zerouki. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Humanité et connaissez très bien le Maghreb. Et vous étiez le correspondant de l'Humanité et RTL en Alger, en même temps membre de la rédaction en chef du Matin en Alger, qui est interdit en 2004. Et vous collaborez depuis avec le journal Le Soir d'Alger. Emmanuel Macron, le président français, se rendra le 6 décembre en Algérie. Éclairez-nous sur les enjeux de ce voyage. Est-ce que c'est un voyage de routine ou est un voyage de courtoisie au président Bouteflika, un peu souffrant? Que peut-il attendre de ce voyage? Le président Macron, donc, après avoir reporté pour de multiples raisons son voyage, arrive donc le 6 décembre à Alger. Bon, il arrive dans un pays qui est confronté à trois choses. D'abord, à des difficultés économiques, sociales, une situation sociale fortement dégradée en raison de la baisse du prix du pétrole. 90% des exportations algériennes, c'est uniquement le pétrole. Ensuite, il arrive dans un environnement régional tendu avec ce qui se passe en Libye, le Sahel, le terrorisme. Et enfin, il arrive dans un contexte où il est question de la succession, où il est fortement question de la succession de Abdelaziz Bouteflika, qui, comme vous venez de le dire, est souffrant, et dont on ne sait pas s'il va aller jusqu'au terme de son mandat, et s'il va se présenter un 5e mandat. Alors, que faut-il en attendre du voyage d'Emmanuel Macron? Côté algérien, je ne sais pas. En tout cas, de mon point de vue, pas grand-chose. Pas grand-chose. En revanche, côté français, il s'agit de reconquérir la part de marché de la France. La France était jusque-là le premier partenaire de l'Algérie. Elle a été depuis dépassée par la Chine. Donc, l'Algérie reste quand même le premier partenaire commercial de la France. Donc la France veut reconquérir cette part de marché, la consolider, parce que c'est le plus grand marché en dehors des pays de l'OCDE, premier marché de la France en Afrique. Donc c'est un marché important de 40 millions d'habitants, avec du pétrole, du gaz, des richesses, malgré la crise que connaît le pays. Il rentre en Algérie quand même avec une image améliorée, avec la position qu'il a prise contre colonialisme. Oui, la position qu'il a prise, c'était à Alger quand il était candidat, dans le cadre d'un entretien avec une télévision privée. Mais maintenant qu'il est président de la République, je pense qu'il est soumis à des pressions et qui va ménager la chèvre et le chou. Hein. Il va pas, ça m'étonnerait qu'il reste dans la même logique. Mais bon, il est attendu au tournant. Hein. Sarkozy, on lui a posé la même question. Hollande a fait un geste concernant les massacres du 17 octobre 61, mais il n'est pas allé plus loin. Donc on attend de ce président qu'il fasse un geste. Le problème, c'est que quand il était au Burkina, il a dit une phrase, le passé, la phrase c'était il faut dépasser le passé. Je ne sais pas si les historiens qui travaillent sur la mémoire vont beaucoup apprécier. Le passé est toujours présent. On n'efface pas le passé. Il y a eu une guerre, il y a eu des séquelles. Il faudra que cette histoire mémorielle partagée entre les deux pays soit pour une fois pour toutes réglée, ou laisser les historiens en parler. Mais en tout cas, ne pas l'instrumentaliser à des fins politiques, ici en France, pour satisfaire l'électorat de l'extrême droite, et en Algérie pour, disons, satisfaire une frange encore très nationaliste, qui s'accroche encore à juste raison. Hein. Elle veut que la France reconnaisse les crimes qui ont été commis. Et comme a dit Henri Alleg, la colonisation est un crime contre l'humanité, et ça, il faut l'admettre. Voilà. Vous dites que l'Algérie est confrontée des problèmes sérieux
peut-on savoir un petit peu plus, vous pouvez développer un petit peu ce Alors, sujet-là? sur le plan économique, avec la chute du prix du baril qui a amputé gravement le budget algérien, l'État algérien a été obligé de recourir à ce qu'on appelle à deux choses. Un plan d'austérité, et comme il refuse de recourir à l'aide extérieure, aux emprunts extérieurs, il va déprécier la monnaie nationale, le dinar, en recourant à la planche à billets. Donc la planche à billets, ce gouvernement a l'air d'être sûr de lui, il dit non, il n'y aura pas de conséquences sur l'inflation. Oui, en matière d'inflation, de pouvoir d'achat, on garantira le pouvoir d'achat des gens. Et il a décidé aussi de réduire toute cette partie des importations qui ne servent à rien, importation de produits de luxe, etc. Est-ce qu'il va y arriver? J'en sais rien, parce qu'il est soumis à des pressions. À la fois des pressions de l'Europe, et notamment de la France, puisqu'une partie des produits de large consommation sont importés d'Europe, et aussi au lobby des importateurs locaux. C'est que les importations algériennes, c'est 60 milliards de dollars par an. C'est quand même beaucoup d'argent qui sont en jeu. Donc il est dans on a un gouvernement qui navigue entre les deux pressions, et j'ai pas l'impression qu'il ait décidé à donner un coup d'arrêt aux importations de produits de luxe qui ne servent à rien, qui ne servent qu'une catégorie de la population et qui ne servent qu'à enrichir des lobbies locaux. Ça, voilà un peu la réalité. Bon, il a un atout de son côté, c'est qu'il a des réserves de change énormes, même si elles sont baissées de moitié, c'est 100 milliards de dollars de réserves de change, et Son dette est important. Et c'est un pays qui n'a pas de dette. C'est une dette de 3 milliards de dollars, ce qui est rien. Elle représente 0,0%, 5% du PIB, donc c'est pas beaucoup. Mais il y a des voix, des économistes, des gens de la société civile qui disent qu'on ne peut pas continuer dans cette politique d'import-export du tout pétrole, qu'il faut penser à une alternative hors pétrole. Or, j'ai pas l'impression que on se dirige dans cette direction, c'est-à-dire à changer de politique économique, puisque une bonne partie du régime algérien est persuadée que le prix du baril va remonter, donc ils essaient de gagner du temps, et une autre partie du pouvoir pousse à l'exploitation du gaz de schiste. Or, il y a eu des manifestations en Algérie contre le gaz de schiste. L'Algérie dispose des plus grandes réserves au monde de gaz de schiste. Or, le gaz de schiste a des effets sur l'environnement qui peuvent être désastreux. Sous le Sahara algérien, il y a une véritable nappe, un véritable océan d'eau sous le Sahara. Si demain il est pollué, ça va impacter gravement toute une partie du pays. Parce que ces nappes phréatiques servent déjà à l'alimentation en eau potable de plusieurs villes. Il y a des véritables pipelines qui vont de Hassi-Rmel, où se trouve la nappe phréatique, jusqu'à Tamanrasset, 600 km, qui permettent aux populations du Sud d'avoir de l'eau courante 24/24. Si demain elle est polluée, à cause des technologies qui sont utilisées pour extraire le gaz de schiste, c'est la catastrophe humanitaire qui se dessine. Donc pour le moment, il n'y a pas de technologie qui évite cette catastrophe humanitaire, et il y a une tentation, devant la crise, à aller vers le gaz de schiste. Et là je pense qu'il va y avoir un conflit, comme ça s'est passé il y a 2 ans, avec les populations du Sud et avec une partie de la société civile. Et au niveau des démocraties, en apparence, on voit que dans le Parlement, il y a des représentants de différents partis politiques, il y a des sites internet qui marchent, il y a des journaux, mais est-ce que cette démocratie, cette liberté est approfondie?
Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a démocratie instaurée en Algérie? Je crois que la démocratie reste à conquérir. L'Algérie, ce n'est pas un pays de dictature, mais c'est un régime autoritaire. C'est-à-dire qu'il y a encore une répression contre les libertés, liberté de manifester par exemple. On autorise des manifestations partout en Algérie, sauf à Alger. À Alger, il est interdit de manifester publiquement, et à chaque fois que la société civile se réunit, eh ben, la police intervient à coup de matraque pour mettre fin à ces manifestations. Donc il y a un climat répressif contre les internautes. Il y a des journalistes qui ont été traduits devant des tribunaux, condamnés à des peines. Bon, même si ce n'était pas de la prison, c'est des prisons à sursis, mais de forte amende. Parce que, donc il y a un climat répressif, et on ne peut pas dire qu'on est dans un pays de totale liberté, même s'il y a une presse qui a arraché cette liberté de ton, elle n'a pas été octroyée. Sans les journalistes sont morts pour avoir le droit aujourd'hui de s'exprimer et de parler. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais on est dans cette, disons, un moment de bascule. D'un côté, il y a toujours... des acquis historiques du peuple algérien. Oui, il y a les acquis, il y a la répression. Donc on navigue entre les deux. Et même à ce niveau-là, on ne peut pas continuer comme avant. On n'est plus dans les années 70, on n'est plus dans les années 80. La société a évolué. Il y a une société civile très active, des jeunes qui bougent, des réseaux sociaux. J'ai vu que l'État algérien a tenté un peu de les canaliser, mais il ne peut pas. Et puis l'Algérie est à 600 km de l'Europe, de la France, et à 200 km de l'Espagne. Ils sont dans un ensemble... Une proximité importante. Une proximité à laquelle ils ne peuvent pas échapper, du fait de la langue française aussi. Une majorité d'Algériens parlent le français, la presse est écrite en français, des journaux télévisés sont en français, les radios, donc ils baignent dans un contexte que le pouvoir algérien est obligé d'en tenir compte. Donc on est là. Pour le reste, sur le plan politique, on a les élections de mai 17 et les élections législatives, comme 65% de taux d'abstention, avec un nombre de bulletins de blancs supérieur au nombre de votants. Je crois que ça interroge et je crois que montre un peu les limites de la démocratie algérienne. Il faut passer à autre chose. Exactement. Sur le plan politique, comment se présente l'avenir de l'Algérie? Surtout la question de succession. Président Bouteflika. Oui, alors tout à l'heure je disais Macron arrivé dans un pays, j'ai oublié d'en parler, c'est la succession. Bon, est-ce qu'il va le rencontrer? Quand il va le rencontrer, est-ce que Bouteflika est en mesure de tenir un dialogue avec lui, ou ça va être simplement pour prendre note de son état de santé? Moi, ce que je sais, c'est que, c'est pas moi qui le sais, tous les Algériens le savent, c'est que le président Bouteflika est diminué physiquement. Il est diminué physiquement. Ça se voit quand on voit le son image. Oui, ça se voit, il ne parle pas, il ne prononce pas de discours. D'ailleurs, il y a une partie de la société civile ont demandé qu'il s'exprime. Pourquoi il ne parle pas au peuple? Donc, il ne parle pas, il ne voyage plus. Il est absent des principaux sommets, sommet de la Ligue arabe, sommet de l'Union africaine, où se prennent des décisions. On a besoin qu'il y ait un chef d'État qui montre la direction à prendre. Or, il se fait représenter par un Premier ministre, parfois un ministre des Affaires étrangères, et donc les partenaires de l'Algérie ne savent pas qui dirige. Est-ce que Bouteflika dirige? Il y a des voix en Algérie qui disent que non. Il y a des groupes qui prennent des décisions à sa place. Il y a même un opposant qui a dit certaines décisions prises par le président de la République ne sont pas de lui. Par son ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui s'appelle Ali Benflis, qui a été son Premier ministre, qui a été son conseiller, qui a été son directeur de campagne, il dit que je le connais. La décision qu'il a prise, j'ai oublié de laquelle, elle n'est pas de lui, c'est quelqu'un d'autre
Et on la lui fait assumer. Donc on lui fait assumer certaines choses. Alors, je pense qu'il restera au pouvoir tant qu'on ne trouvera pas un remplaçant qui préservera le système politique algérien tel qu'il existe depuis une trentaine d'années. Ça veut dire assurer la continuité. Voilà, assurer une continuité. Le jour où ils vont se mettre d'accord parce qu'il y a des tiraillements au sein du régime entre les oligarques, les militaires, les cercles politico-militaires, il y a beaucoup de groupes d'intérêt. Le jour où ils vont trouver un nom sur lequel se dessinera un compromis, à ce moment-là, je pense qu'ils annonceront le retrait de Bouteflika, ou il va lui-même annoncer son retrait, et il y aura une élection présidentielle, et ils vont la gagner. Ils vont la gagner parce que le FLN et le RND, plus une partie de l'opposition qu'ils soutiennent, détiennent déjà, sont déjà bien implantés, et l'opposition algérienne, l'opposition politique, elle est éclatée, elle ne représente rien, elle est décrédibilisée, et je demeure persuadé que... Il n'y a pas d'alternative politique au régime actuel. La seule alternative, elle est à l'intérieur du régime. Souhaitant que celui qui va être choisi va rompre avec... la tradition. Et là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais moi, je ne me focalise pas avec beaucoup de gens sur ce qui se passe, sur la maladie de Bouteflika. Je lis la presse, le président est malade, etc. Et on occupe les gens avec ça. Je crois qu'il faut se focaliser sur ce qui se passe au sein de la société algérienne, au sein de ces mouvements sociaux qui se développent un peu partout, au sein de ces jeunes qui s'organisent, qui n'attendent pas, qui n'attendent rien du pouvoir et qui bougent et qui essayent de faire bouger les lignes, et ça dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine artistique, dans le domaine économique, dans le domaine des tas de choses, qui sont en train de naître un peu partout, sans attendre une décision politique. Et je crois que l'avenir, il se situe à ce niveau-là, il ne se situe pas ailleurs. Quant à ceux qui craignent que l'islamisme ne sert contre pas, je crois que l'islamisme est un épouvantail. Il existe, il est présent, il y a encore quelques actes terroristes, mais bon, surtout à l'extérieur, c'est-à-dire des Algériens qui... Voilà, oui, à l'extérieur, de temps en temps des attentats, mais bon, il est réduit, plus personne ne les suit, mais en tant que mouvance, disons, religieuse, politique, ils sont présents, ils tiennent les mosquées, ils tiennent certains... ils ont encore une capacité de nuisance, et quand je dis épouvantail, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que le régime, il réprime les libertés, ceux qui manifestent pour les libertés, mais il ne dit rien aux islamistes qui lancent des campagnes contre les femmes, qui lancent des campagnes contre le bikini, comme si l'Algérie c'était la Côte d'Azur, ce qui est loin d'être le cas. Ils lancent des campagnes contre l'alcool, tout le monde n'est pas alcoolique dans ce pays. Bon, on les laisse faire, et pour se dire si demain cet épouvantail, on l'agitera. Attention, si vous ne votez pas pour nous, nous sommes les seuls à résister devant les islamistes. Nous sommes à leur faire face. Si vous ne votez pas pour nous, vous votez pour les autres, et bien vous aurez les islamistes sur le dos. Donc il sert un peu d'épouvantail, de moyen de chantage sur une population, sur des Algériens qui ont été traumatisés par 9 années de terrorisme, de tueries, de massacres. Aujourd'hui on parle de Daesh, et on dit tiens, Daesh tue des musulmans, mais les islamistes ont déjà tué des musulmans. Ils ont déjà tué des musulmans, ils n'ont pas attendu l'attentat d'Égypte pour tuer des musulmans. Là, c'est en Europe, on fait semblant de faire croire aux gens que les islamistes tuent que des chrétiens ou des chinois ou je ne sais pas quoi, qui ne touchent pas aux musulmans, ce qui est faux, archi faux. Merci beaucoup Hassan Zerouki.